C'est officiel, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats des législatives du 11 janvier 2026. Pour ce qui concerne les législatives, les 109 députés élus sont connus. 60 pour le parti Union progressiste du renouveau et 49 pour le bloc républicain. Pour 7 834 608 personnes inscrites sur les listes électorales, seuls 2 877 773 ont répondu à la convocation du corps électoral pour un taux de participation de 36,74%, chiffre donné et confirmé par la Cour constitutionnelle. On note une régression de 1,1% par rapport au chiffre de 2023. Union progressiste de renouveau s'en sort avec 41,21%, avec une augmentation de 3,6%, le bloc républicain 36,62% pour une augmentation de 7,4%. Les démocrates connaissent une régression de 8% contre 0 député. Le parti FCBE connaît une augmentation de participation de 0,44%, pendant que le parti Moël Bénin connaît également une régression de 1,19%, soit connaît une participation de 1,19%, soit une régression de 1,08% par rapport à 2023. Dans l'application du code électoral et notamment dans l'application du seuil de 20% pour les partis qui n'ont pas signé au préalable des accords de gouvernance ou de coalition parlementaire, seuls les partis Union progressiste du renouveau et BR ont eu droit au partage des 109 sièges de la 10e législature. Une situation prévisible tenant compte des débats post-vote du code électoral en 2024. Comment analysez-vous ce faible taux de participation comparé aux chiffres de 2023? Comment apprécier cette régression pour certains partis politiques et cette augmentation du taux de participation pour certaines formations politiques? Nous en parlons dans cette émission. Je reçois sur ce plateau Hamzat Abdoulaye, consultant. Hamzat Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Yeda Foukoucheme est également sur le plateau. Bonsoir et merci d'être des nôtres ce soir. Bonsoir, Laurent Tonekes. Alors, vous avez entendu les chiffres, vous avez vu les résultats proclamés par la Sénat le samedi 17 janvier 2026, les chiffres qui ont été plus ou moins confirmés par la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Il se fait que les deux formations politiques qui partagent les 109 députés à l'Assemblée nationale sont le Bloc républicain et l'Union progressiste du renouveau. Déjà, d'abord, par rapport au taux de participation, comment est-ce que vous appréciez ce taux de participation qui, éventuellement, n'a pas changé par rapport à 2023? Pour mieux apprécier l'évolution du taux de participation aux élections législatives au Bénin, il faut remonter un peu plus haut. Les premières élections législatives de l'ère du renouveau démocratique ont eu lieu en 1995 et le taux de participation à l'époque c'était de 75,8%. 4 ans plus tard, en 1999, ça a chuté. On s'est retrouvé à 71,87%. En 2003, 55,80%. 2007, 58,69%. En 2011, 57,63%. En 2015, 65,9%. En 2019, la chute a continué, 27,12%, c'était plus drastique. En 2023, ça a remonté légèrement, 37,79%. Et puis maintenant, nous nous sommes retrouvés à 36,74%. Et lorsque on observe, on sent qu'il y a à chaque fois régression. Les seules fois, je vais me permettre de le dire, où il y a eu amélioration, c'est-à-dire en 2015, puis en 2023, cela s'explique par, d'abord pour 2015, il y avait un certain sursaut patriotique parce que à l'époque, on se souvenait que le gouvernement prétestait qu'il n'y avait pas de budget pour qu'on aille aux élections. Il y avait eu de soubresauts et le gouvernement avait été contraint pratiquement à organiser ces élections. Est-ce que ce n'était pas aussi lié à l'affaire entre les deux amis d'hier? Ce n'était pas ça. Le gouvernement avait dit il n'y avait pas de budget, nous n'avions pas les moyens pour organiser les élections. Il y a eu une certaine pression populaire sur le gouvernement. Le gouvernement a fini par céder. Il y a eu élection. Et bam, on a constaté que le taux de participation était relevé. 2023, après les événements, tout ce que nous connaissons de 2019 qui a connu d'abord
la grande réforme, comme on peut le dire, politique, d'abord la réforme du système partisan, puis la réforme du code électoral, l'instauration du code électoral, et il y avait eu des partis politiques qui, du coup, n'avaient pas pu remplir les conditions exigées à l'époque pour participer aux élections. Cette chute-là, on l'a expliqué. Est-ce que c'est les partis qui n'avaient pas rempli les conditions? Bien, il y Je avait répète, une à pièce nouvelle l'époque, qui avait été un problème pour les partis la politiques. pièce n'était pas... Il n'y avait jamais eu une pièce nouvelle parce que les politiciens n'ont pas pu s'entendre. Ils pouvaient, à l'époque, s'entendre au Parlement et remettre en cause tout. À un moment donné, des députés ont renié leur signature et on a vu la suite. La question, alors qu'est-ce qui justifie le fait que la dynamique n'a pas tout autant changé? C'est ce que je vous dis. Je dis, en 2019, cette chute s'expliquait par cette crise, cette polémique qu'il y a eu. En 2023? Vous comprenez? Et donc, beaucoup d'acteurs politiques liés à plusieurs formations politiques qui disparaissaient du paysage politique à l'époque ont fait qu'il y a eu une chute pareille. 2023, la nouvelle donne, c'est qu'il y a une nouvelle formation politique qui est rentrée sur scène. Les démocrates. Certains militants se sont retrouvés à travers les démocrates. Et ont voté. Conséquence, il y a eu une amélioration du taux de participation, même si c'est très modeste. Cette année, nous avons tous été témoins, depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, de tout ce qui s'est passé. Je ne dirais pas octobre, je dirais plutôt depuis le 24 mars 2025 jusqu'à aujourd'hui, nous avons tous assisté à ce qui s'est passé. Pendant que un groupe de politiques ou une classe de politiciens s'acharnait sur l'audit du fichier électoral, ils ont oublié. Parce que quoi? Lorsque le dimanche 11, on était sur le terrain, moi j'étais sur le terrain, j'ai fait des constats, des électeurs qui pensaient qu'ils pouvaient voter étaient allés, ils ont présenté, on leur a dit, mais vous n'avez pas fait le transfert. Votre centre est à tel endroit, vous n'aviez pas fait le transfert. Ils ont reconnu qu'effectivement, c'est là-bas qu'ils ont l'habitude de voter. Donc, cela veut dire quoi? Les partis politiques ont manqué de vigilance pour rappeler à leurs militants qu'il fallait, à un moment donné, faire le transfert s'il fallait le faire. Ça, c'est un premier aspect qui a joué sur le taux de participation. Deuxième aspect, avec une élection un peu particulière, le nombre de partis politiques qui participent aux élections communales diffère du nombre de partis politiques qui participent aux élections législatives. Cela explique également, et vu la tension qu'il y a eu autour des élections, où le plus grand parti d'opposition, les démocrates, s'est vu mis de côté pour sa participation à l'élection présidentielle, a raté de justesse, on peut le dire, de participer aux élections communales, il n'a pour que seul bouée de sauvetage les élections législatives. Alors, si on s'en tient à ce que vous expliquez, est-ce que vous ne voyez pas que le problème est général? Parce que si ce n'est que les démocrates, pourquoi est-ce que le taux de participation, notamment pour le parti de mouvance qui aujourd'hui s'arroge les 109 députés, ce taux n'a pas changé pour autant? Ben, je vous ai dit que depuis 1995, le taux a commencé par chuter. Doit-on être en accord avec ça et souhaiter chaque fois que ça descende bien, que ça évolue? Le problème du chute de taux de participation n'est pas un problème particulier au Bénin. Même dans les plus grandes démocraties, on assiste à chaque fois à cette baisse du taux de participation. Hamzat Abdoulaye, on a vu que le taux de participation, comparé à 2023, ça a chuté de 1%. On a pu voir également que, oui, pour les partis, les différents partis, même si les partis de la mouvance ont connu une légère augmentation au niveau des partis d'opposition, notamment,
LD, FCBE, on a constaté qu'il y a une régression. Et comment est-ce que vous appréciez déjà ce taux de participation qui n'a pas pourtant changé par rapport à 2023? Alors, plusieurs facteurs qui sont mis sur la balance. Déjà, effectivement, depuis 1995, on observe au niveau des élections que j'appelle élections de deuxième division, donc législatives, communales, municipales. Exactement. Élections dites de proximité, mais qui en réalité n'arrivent pas à créer de l'enthousiasme vis-à-vis des électeurs. On observe donc une régression nette, en tout cas au Bénin. Et quand on essaie de regarder dans la sous-région, c'est pareil. J'ai essayé de jeter un coup d'œil aussi en France et je me rends compte que les dernières élections législatives aussi étaient catastrophiques en termes de taux de participation et pareil pour les élections européennes. Donc c'est pour dire que c'est une schématisation qui se répète un peu partout. Les électeurs ont compris que les hommes politiques qui sont élus lors de ces élections n'arrivent pas à être la solution directe à leurs problèmes. Donc aujourd'hui, ça crée, je vais dire, un coup d'arrêt des électeurs vis-à-vis de la confiance que devraient imposer ces figures ou ces élections. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et ça, c'est un schéma typiquement béninois, les élections législatives ne se passent plus comme avant. Ça, on doit être clair là-dessus. Eu égard bien sûr à cette réforme du système partisan et aussi à la retouche du code électoral. De la Constitution aussi par ailleurs. On observe donc que autour des élections législatives, la loi s'est, je vais dire, corsée en réalité. Et quand la loi se corse, bien sûr, cela voudrait dire qu'on cherche à épurer le secteur politique, à assainir les partis politiques qui participent très souvent à cette course avec beaucoup d'idées, beaucoup de projets. À la base, en tout cas, la réforme du système partisan était instaurée pour assainir. On est passé d'une centaine. Oui, c'est assaini. On est passé concrètement d'une centaine de partis politiques à quelques dizaines, et dans la praticabilité liée à la participation des élections législatives, on n'en a eu que 5 en réalité, donc 3 de la mouvance et 2 de l'opposition. Donc oui, il y a assainissement. Mais est-ce que ça a réglé les problèmes? Ça, on en est encore bien loin. Donc en revenant à ce principe, l'assainissement donc des tests a en quelque sorte alourdi la procédure, ce qui fait en sorte que les électeurs ne se retrouvent pas dans la configuration de l'existence que de 2 ou 3 partis politiques ou de 4 ou 5 qui participent à l'élection législative. Ça, c'est une donnée qu'on banalise, mais qui a tout son sens, parce que on a parlé des chiffres, mais on n'a pas parlé du taux d'abstention, qui est quand même fondamental et clé dans l'analyse. Plus de 4 millions de Béninois qui ne sont pas allés voter. Exactement. Et ces 4 millions, ce n'est pas parce que, et on doit être clair là-dessus, ce n'est pas parce que la Sénat n'a pas ouvert tous les bureaux de vote à l'heure, ça, on doit être clair là-dessus. Ce n'est pas parce que la Sénat n'a pas réussi à être à 100% sur le coup qu'on a eu 4 millions de personnes qui ne sont pas allées voter. Il faut préciser quand même que plus de 88 000 bulletins nuls. Exactement. Donc, les raisons sont ailleurs. C'est-à-dire, il y a énormément d'électeurs aujourd'hui qui ne trouvent plus de réponse à travers la réforme de ce système partisan. Et il y a aussi des électeurs qui ne s'identifient plus aux partis politiques qui existent. Comme je le disais, le but de la réforme dans son ensemble, c'était d'assainir. Mais l'assainissement n'a pas pris en compte les différents ou les autres idées auxquelles peuvent adhérer les électeurs, les potentiels électeurs. Et la dernière chose, et on ne le dit pas aussi suffisamment, je pense qu'on a constaté cette stagnation entre 2023 et 2026, c'est surtout au niveau de l'organisation. Je pense que l'organisation a quand même tenté de mettre de côté certains partis politiques qui voulaient tout de même participer à ces jeux électoraux. Et ce n'est pas anodin. Quand vous prenez l'organisation de ces élections qu'on a appelées élections générales, les principaux partis d'opposition, particulièrement les démocrates, ont été exclus ou a fortiori ont été privés, je vais dire, de l'élection présidentielle et des élections communales.
Alors, vous allez comprendre que dans une dynamique d'élection générale, quand on vous exclut de 2 grandes élections, parce que moi j'appelle ça 2 grandes élections, eh bien, la réaction de l'électeur tout de suite, c'est de se dire, même si je vais voter, je ne pense pas que ça puisse changer quelque chose. Et c'est ce qu'on constate. Je réponds à la fin de votre question. Pourquoi la régression des démocrates? C'est surtout à travers ça, parce que les électeurs se sont dit... Une régression de 8%. Oui, ils se disent certainement que ce n'est plus une solution aujourd'hui d'aller aux législatives ou de voter pour ces élections législatives, justement parce que on ne participe pas au communal, justement parce que le parti ne participe pas aux élections présidentielles. Or, on sait très bien l'importance que revêt la participation de ce parti à une élection présidentielle. Et je finis là-dessus en abordant un autre point, c'est que les démocrates aujourd'hui aussi ont péché, je vais dire, par excès de confiance à travers leur stratégie politique. C'est vrai, je disais tantôt que le système aussi... Excès de confiance ou bien par l'absence de leur leader qui, en 2023, par cette sortie avec quand même réussi à fait changer la donne. Il y a un peu de tout, mais je mets plus en avant l'excès de confiance à travers leur stratégie politique. Ils n'ont pas cherché à faire d'accord de gouvernance, ils n'ont pas cherché à aller au-delà du précaré qu'on leur connaissait, et dans leur programme de société, rien n'a bougé en réalité. Quand vous observez le projet que propose ce parti d'opposition, eh bien, ils se sont restés figés en 2019. Libération des détenus politiques, ce qui n'est pas en soi un projet. Et vous êtes d'accord avec moi, certainement. Libérer les opposants n'est pas un projet de société. Ou penser au retour des exilés, ce n'est pas un projet de société. Un projet de société, c'est des lignes claires qui influent sur la dynamique déjà que vivent les citoyens. Donc, ils ne font pas une meilleure proposition que 2019. Et je pense qu'ils se sont tirés peut-être 3 balles dans la jambe droite à travers cette stratégie qui ne paye plus finalement. Et on peut étendre, bien sûr, cette stratégie au parti dit d'opposition qu'est la FCBE, qui n'a pas progressé pour autant à travers ces résultats qu'on a observés. Et je pense qu'on a des forces d'opposition qui vont progressivement disparaître parce qu'ils n'ont plus absolument aucune influence et aucun impact dans le quotidien des citoyens. Alors, Yeda Foukoutime, quand on regarde les chiffres, en tout cas le nombre d'inscrits en 2023 par rapport au nombre d'inscrits en 2026, on constate qu'il y a 1 064 791 néo-votants, et sur les 1 064 791 néo-votants, c'est environ 300 000 qui sont allés voter, donc le tiers, évidemment. Comment est-ce que vous expliquez aussi cette situation? Parce que tout au moins, les néo-votants qui pourraient avoir cet engouement d'aller voter pour une première fois de leur vie, mais qui aussi, à 2 tiers près, se sont abstenus. Est-ce que les partis politiques se sont intéressés à ces néo-votants? C'est la première question. Un néo-votant, c'est quelqu'un qui n'a jamais voté, qui ne connaît pas encore l'intérêt ou les enjeux politiques. Et donc, le parti politique ou les partis politiques devraient les cibler. On a quand même vu des partis aller faire la campagne dans les universités, dans lesquelles on a quand même les néo-votants de 18 ans, 19 ans, 20 ans par rapport à 2023. Les néo-votants, c'est à partir de 18 ans. Et oui, il y a plein de lycéens, plein de collégiens qui sont... Ceux dont on parle de néo-votants, c'est ceux qui avaient 16 ans, 17 ans et 18 ans en 2015 ans, 16 ans et 17 ans en 2023. Je dis et je répète, si l'électeur ne se retrouve pas à travers votre programme, ça ne passe pas. Les politiciens, là je vais globaliser pour aller, les politiciens n'ont pas compris qu'il faut intéresser l'électeur. En quoi voter pour tel parti améliorerait ma situation? Combien, je prends l'exemple du parti Les Démocrates, en quoi libérer des prisonniers, encore que nous en avons des milliers, et on veut libérer quelques dizaines ou une dizaine environ, en quoi cela change le quotidien de ces jeunes? En quoi faire revenir des gens qui se sont retrouvés en exil va changer la vie de ces gens? Ils n'ont pas su s'adresser à cette cible.
Est-ce que c'est seulement... Et donc, la cible ne s'est pas retrouvée. J'ai dit, je vais globaliser. Et j'ai spécifié. Parce que eux autres, ils avaient, depuis 2020, oui, je vais dire 2021, déjà, ils avaient dit, nous voulons participer aux élections à l'élection présidentielle pour faire revenir les exilés. En 2023, nous voulons libérer les prisonniers, les détenus politiques. Nous voulons faire. Donc, ils n'ont pas changé. Or, nous savons tous que désormais, il y a une vision claire qu'ils gouvernent le Bénin depuis le 1er janvier jusqu'en 2060. En cela, ils proposent quoi comme moyen pour atteindre ces objectifs? En quoi ils veulent améliorer le quotidien des Béninois? Ça, c'est un aspect. Sur ces abstentionnistes ou ceux qui ne se sont pas déplacés, il y en a. Nous avons un problème au Bénin qu'il faut reconnaître, l'appurement de la liste. Les décès ne sont pas systématiquement déclarés. Ce qui fait qu'il y a encore des gens qui ne vivent plus, qui sont sur cette liste. Vous revenez sur les explications données par le président de la Sénat? Je ne sais pas, mais la réalité, elle est là. Et nous sommes tous conscients de cela. Et quand même, sur les 4 millions de décès, peut-être estimons que c'est 500 000 décès, il y a quand même plus de 3 millions qui sont parlés aux urnes. J'ai d'abord expliqué en quoi aller voter pour un parti X ou un parti Y changerait mon quotidien. Ça, c'est un aspect. Le discours que la plupart des partis politiques ont tenu ne tenait pas compte des réalités socio-économiques des citoyens. Quand un groupe n'a que pour objectif d'aller libérer des gens et faire revenir leurs copains au pays, vous pensez que ça va m'intéresser? Quand un autre groupe dit, ne propose pas autre chose que de dire, regardez le bilan qu'il y a. Et ce bilan-là, nous avons participé, nous allons améliorer ce bilan. En quoi est-ce qu'on ne peut pas voir, au-delà de ce que dit Yeda Foukoutiémen, le problème que le Parti démocrate auquel il a dû faire face au point où il y a une réaction à leur niveau, parce qu'on connaît un peu les antécédents. Vous l'avez rappelé, pour la présidentielle, ils n'ont pas de candidature, pour les communales, ils n'ont pas de candidature également. Et le jour des élections, dans certains bureaux de vote, les gens viennent pour dire je veux voter seulement pour ça, je ne veux pas voter pour l'autre. Ou même il y en a carrément qui ont dit je ne veux pas aller voter parce que même s'ils votent pour les démocrates, la question des 20% fait qu'ils ne font pas être considérés, par conséquent je ne vote pas. Est-ce qu'il n'y a pas matière à voir dans ce sens aussi le problème auquel ils ont été confrontés? Alors, beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est que les enjeux étaient énormes pour les partis. 20%. Oui, absolument. Pour les partis, vous allez constater, donc pas que pour finalement l'opposition, parce que Moël Bénin n'est pas un parti de l'opposition. Mais Moël Bénin était dans un accord de gouvernance et la question des 20% tombait pour eux, ils s'étaient soumis seulement à la question des 10%. Les 10% qui n'ont pas réussi à trouver également une pareille pour le parti FCBE. Exactement. Donc, cela voudrait dire... Le seul parti qui était confronté à avoir les 20%, c'était le Parti démocrate. Absolument. Donc, je peux dire que la question des 20%, le barrage, parce que pour moi, ça reste un barrage, des 20% par circonscription électorale, c'est un défi énorme à relever. Mais je pense que si deux partis ont réussi à tout de même relever ce défi, cela voudrait dire que s'il y avait une véritable stratégie politique concernant ces 24 circonscriptions électorales, quelque chose pouvait être effectué. Et derrière aussi, s'il y avait un véritable message porté envers la jeunesse, parce qu'on ne le dit pas assez, mais nous avons une population et un électorat assez jeune, très jeune d'ailleurs. Et cette jeunesse, comme il l'a dit, est mise de côté. Quand vous observez la campagne, à quel moment effectivement la campagne est redirigée vers la jeunesse? À quel moment les partis se sont servis des outils? On vous dira que les députés ne sont pas là pour la jeunesse, ils sont là pour voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Ah, mais ça va les rattraper si on dit ça. Je ne suis pas sûr qu'on dit ça. D'ailleurs, on fait cette erreur. Non, c'est une grosse erreur que de penser qu'on peut être politicien ou on peut aspirer à gérer la cité sans la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est la relève de demain, que vous le vouliez ou pas. Et si aujourd'hui cette jeunesse est silencieuse, attention, on parle de la Gen Z et la Gen Z, même à travers son silence, fait bouger les lignes. Donc,
ce n'est pas un acquis. Les hommes politiques doivent comprendre que même si ils y sont parvenus, parce qu'il faut dire que les tests sont faits en sorte que même sans la jeunesse, ils peuvent aujourd'hui être à ce perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas une fin en soi, parce qu'il faut travailler à intéresser justement ces jeunes. Il faut travailler justement à cocher toutes les cases pour que les jeunes se sentent intéressés. Mais je reviens au fond de la question, c'est-à-dire cette masse, parce que c'est une masse silencieuse aujourd'hui, qui ne trouve pas son intérêt, c'est justement parce qu'il n'y a pas de dispositif pris dans ce sens pour les intéresser. Quand vous prenez même la procédure pour aller voter, c'est du has-been. On continue de voter comme en 1990. C'est quand même terrible cette idée de penser qu'on est en 2026 et que la digitalisation n'est toujours pas à la porte de la Sénat. Est-ce qu'une question de manque de budget? Est-ce une question de manque de vision? Parce que tout à l'heure, vous parlez d'épuration de cette liste. Ça ne sert à rien de ramener les mêmes arguments à chaque élection. La réalité, c'est que il y a une baisse du taux de participation, à défaut de dire une stagnation de ce taux de participation de l'électorat. Mais qu'est-ce qui est fait pour intéresser ces électeurs? Au-delà même des idées de partisans ou des idées de partis politiques, etc., il s'agit même d'une idée de réforme du système en lui-même. Qu'est-ce qui est mis en place? L'ANIP a quand même fait un travail formidable quand il s'agissait de mettre à jour cette liste électorale. Mais au-delà de l'ANIP, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on a mis à disposition de la Sénat pour créer, je vais dire, cette vitalité digitale pour intéresser cette jeunesse qui doit dépenser de l'argent pour aller à un centre A, et on lui fait comprendre que non, il faut aller à il faut aller à un centre B, et finalement il se retrouve à un centre S. C'est tout de même complexe. Et sur ces millions qui sont restés chez eux, je pense qu'il y a une énorme part qui était fondamentalement des jeunes qui sont complètement aujourd'hui désintéressés de la méthode proposée. Au terme des résultats annoncés en tout cas par la Sénat le 17 janvier dernier et confirmés en tout cas aujourd'hui par la Cour constitutionnelle, on constate que seuls les partis politiques se partagent les 109 sièges, je l'ai rappelé. Comment est-ce que vous appréciez cette situation? On a déjà connu une situation pareille par le passé, notamment en 2019 avec le BR et l'UP qui avait occupé le Parlement avec les 83 sièges. Cette fois-ci, c'est 109 sièges partagés par les deux formations politiques. Comment est-ce que vous appréciez cette situation? Je dirais simplement qu'il y en a qui n'ont pas su capitaliser sur ce qui s'est passé par le passé et qui nous met aujourd'hui dans une situation déplorable, inconfortable. D'accord? Lorsque vous savez que le défi, ou du moins l'enjeu, c'est de recueillir 20% par circonscription électorale, et que lorsque vous signez un accord de gouvernance ou de législature, d'accord, vous avez la possibilité de sauter ce verrou et donc qu'on vous considère uniquement les 10% au plan national et que par circonscription électorale, au cas où vous n'allez pas avoir les 20%, qu'il y ait sommation avec les partis, entre les partis qui ont signé cet accord. Et que je ne sais pas quel type de stratégie l'opposition, parce qu'il s'agit d'elle, a mis en place ou ils étaient trop confiants. C'était tout. Ils se disent, même si on met un chien là, excusez-moi, non, ils se disent, même si on met un chien là, le chien va les battre. Et je me rappelle que j'ai souvent dit, l'objectif, si c'est éprouver ce code électoral et s'ils veulent vraiment éprouver le code électoral, il y avait 2 circonscriptions électorales qui pouvaient leur permettre d'éprouver véritablement ce code électoral. Et dans ces 2 circonscriptions électorales, il fallait recueillir plus de 80% des suffrages. C'était la 8e circonscription et la 16e circonscription électorale. Ils ont fait quoi? Ils ont mis quoi en œuvre pour atteindre cet objectif? Ils étaient pratiquement invisibles sur le terrain pendant les campagnes électorales. D'accord. Au même moment, absents
des élections communales. Or, il y a une spécificité qui a échappé, me semble-t-il, à ces partis d'opposition. C'est que, et vous allez constater que tous les partis qui sont absents des élections communales, ces partis ont raté le coche parce que quoi? Les élections communales en elles-mêmes regroupaient deux types d'élections. Les élections communales, les élections... Je dis locales. les élections communales et indirectement les élections locales. Et donc, celui qui aspire diriger son quartier est obligé de travailler d'abord avec un parti politique capable de remporter la victoire dans son quartier. Mais les démocrates et Moël Béné n'avaient pas ce défi-là à relever. Et donc, c'est normal que les électeurs qui ne se sentent pas, ne se retrouvent pas dans ce jeu, parce que là, eux aussi, ils veulent gouverner et ils veulent porter leur choix sur des gens qui sont proches d'eux. Et quand vous n'avez pas de tels candidats qui sont proches d'eux, convenez avec moi qu'au moment du choix, les gens vont vous laisser pour aller vers ceux qui leur présentent. Donc ça explique aussi largement la régression du parti. En plus de ça, il y a eu les défections. Lorsque je prends les 6 démissionnaires, qui ont fait défection, vous allez constater qu'ils ont été répartis. Les circonscriptions dans lesquelles ils se sont répartis, 16e, 15e et 19e, ils ont été tous réélus. D'accord. Ça veut dire qu'ils sont partis avec également des militants. Et voilà, donc il y a eu tellement, on ne pourra pas tout expliquer sur ce plateau, mais je crois que dans le cas d'espèce, ils ont manqué d'être stratèges, ou du moins, ils ont manqué également d'écouter et de comprendre les enjeux, les défis réels de ce type d'élections qu'on a. Alors, Amouzat Abdoulaye, Yeda Foukoutime pense que le fait que les démocrates n'aient pas participé aux élections communales pourrait justifier le fait qu'ils aient connu cette impression de 8%, parce que les électeurs à la base ne se sentent pas pour autant concernés, ils se disent à quoi bon sortir pour aller voter, ça peut justifier. Est-ce que vous partagez le même avis? C'est une hypothèse qui prend son sens en tout cas, eu égard aux résultats qu'on observe aujourd'hui, parce qu'il faut dire que la masse des démocrates, du parti Les Démocrates, c'est une masse de frustrés en réalité, frustrés par rapport aux promesses non tenues par le pouvoir en place. Et observer que cette masse de frustrés ne puisse pas aller aux élections, ça nous oblige à mettre en place ou à formuler plusieurs hypothèses, dont celle concernant leur non-participation aux élections communales et aux élections présidentielles. Donc, cela peut s'entendre, mais ce n'est pas suffisant. Il y a la barrière, je vais dire, des 20%. Il y a l'erreur stratégique aussi qu'ils ont commise en ne prenant pas en compte qu'il fallait quand même aller au-delà de leur précaré idéologique qui consistait à dire nous sommes qu'un parti d'opposition, on ne peut pas faire une alliance avec un autre parti existant. Et ça, c'est quand même dramatique et dommage pour l'avenir. Et malheureusement, il y a aussi un aspect qu'on ne dit pas assez, c'est que suite à cet échec de leur participation à l'élection présidentielle, ce parti devait se réunir et prendre de fortes décisions comme la démission, du président, pas que du président, mais des têtes fortes de ce parti devraient quitter pour en réalité amorcer une aube nouvelle au sein du parti. Aujourd'hui, on sent un parti statique qui ne bouge pas fondamentalement et qui n'a même pas de projet digne de ce nom à proposer. Cela ne veut pas dire que lors de la précédente législature, ils n'avaient pas proposé des choses. Ils ont tenté, mais parce que justement, ils n'avaient pas le quorum nécessaire, leur voix ne se faisait pas entendre. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est que leur présence dans le débat politique est restreinte en réalité. On ne sent pas la présence des démocrates quand il s'agit du débat politique. Parce qu'un débat politique n'est pas qu'autour du chef de l'État ou du discours du chef de l'État.
prendre parole ou faire lancer des communiqués après les propos du chef de l'État. Ce n'est pas ça, la participation à un débat politique. Le débat politique, c'est élargi à plusieurs thèmes, à plusieurs thématiques, qui fait en sorte qu'on sent l'existence du parti politique à travers des prises de position sur plusieurs domaines. Ça peut être économique, ça peut être financier, ça peut être lié au social et à bien d'autres qu'on ne voit pas. Et je pense que ce parti a régressé aussi, justement à cause de ce manque d'offres concrètes qu'il n'arrive pas à proposer aux électeurs. Est-ce que l'absence du président du parti et le silence apparent du premier vice-président, du deuxième vice-président, notamment Norenou Achade et puis Erémodete aussi, n'a pas pesé dans cette affaire de régression en termes de taux? Je pense qu'il faut surtout que ce parti se réinvente très vite, crée l'alternance très vite, au risque d'imploser, déjà d'imploser avant de disparaître. L'implosion, on n'en est pas loin puisqu'il y a déjà des voix dissonantes et discordantes qui ont quitté le navire en plein, je vais dire, dépôt de candidature exactement. Et cela voudrait dire que l'avenir n'est pas clair à leur niveau. Et la deuxième chose, c'est que ces voix que vous avez citées, ces figures du parti que vous avez cité aujourd'hui ont quel réel poids sur le plan politique, à part le poids du passé? Ils ont quel réel poids sur l'avenir? Ils ont quel réel poids sur les électeurs? Ils ont quel réel poids sur la jeunesse? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et quand vous manquez de cocher à toutes ces cases, vous ne devriez pas être surpris de ces résultats. Et la dernière chose, c'est que, bien sûr, ils sont toujours dans la posture d'accuser toujours les autres. Comme l'autre le disait, ce n'est pas moi, c'est les autres. On ne peut pas rester dans cette configuration éternellement, encore moins quand vous êtes un parti politique. En politique, c'est le machiavélisme qui domine. Et quand vous êtes face au machiavélisme, vous prenez aussi de la hauteur et mettez en place une stratégie politique pour conquérir le pouvoir. Ça s'est fait ailleurs, ça se fait dans les grandes démocraties. Et vous ne pouvez que... Et vous pensez que c'est possible dans le contexte qui est le nôtre actuellement? C'est tellement possible aujourd'hui que voir qu'un seul côté de la chose fait que ce parti tombe dans le vide en réalité. C'est tellement possible parce que quand vous observez aussi les partis, les deux partis par exemple qui ont réussi à avoir 60 sièges d'une part et 49 d'autre part, ils ne proposent pas aussi grande chose. Hein. Quand vous allez dans le fond des propositions, ils ne proposent pas quelque chose de meilleur. C'est des partis politiques qui ont été érigés aussi, justement eu égard à cette réforme du système partisan, dans la dynamique du parti unique en réalité. Et le parti unique a érigé le parti comme une discipline religieuse, c'est-à-dire tout est centré autour du parti. Et c'est le même cas aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez deux partis, deux certes, mais qui sont dans la même dynamique, qui ne proposent pas de réelles alternatives, de réelles alternances ou de réelles alternatives. Et ça pose le même problème. Si ces deux partis n'étaient pas impliqués activement dans la mise en place du système, je pense qu'on serait confronté au même problème. Parce que dans le fond, ces partis n'animent pas de débat politique. Dans le fond, ces partis ne font pas appel aux électeurs en les intéressant vis-à-vis d'un véritable projet. Parce que défendre un projet politique, ce n'est pas se calquer à la vision d'un chef d'État. C'est pas ça un projet politique. Un projet politique, c'est rédiger de véritables bases sur lesquelles vous vous posez sur plusieurs thématiques. Thématiques liées à l'économie, comment faire en sorte qu'il faut améliorer l'économie béninoise sans toutefois toujours piocher dans les dettes ou piocher dans ce genre de choses. C'est s'intéresser à la finance en se disant quelle stratégie mettre en place pour que justement les finances soient épurées au Bénin. C'est proposer des choses pour que l'administration puisse mieux fonctionner. C'est proposer des choses justement pour que le social aussi soit complètement intégré à la dynamique aujourd'hui auquel le pays aspire. Mais moi, je vois deux partis qui sont proches plus de la vision d'un seul homme
ce qui est louable dans son sens. Ce n'est pas mauvais, mais un parti politique... Qui ne propose pas mieux que les autres. Absolument pas. Un parti politique doit aller au-delà et n'eût été, je vais dire, la vision de cet homme, du chef de l'État, n'eût été peut-être le bénéfice qu'accorde le système. Je pense que ces partis n'iraient pas loin. La belle preuve, c'est l'UPR. Quand vous prenez l'UPR aujourd'hui, les 60 députés... je pense que le grand gagnant, c'est beaucoup plus le BR dans cette configuration auquel on assiste aujourd'hui. Donc, s'il y avait de vrais partis politiques qui ont de véritables idées, qui puissent concourir effectivement et qui puissent aussi mettre en place des stratégies pour aller à la conquête de ces 20% sur le terrain, je pense qu'on n'aurait pas face aujourd'hui à cette Alors, configuration. Yeda Foukoutié, nous allons clôturer cette émission. Déjà, ma dernière question, on a vu le Parlement, la 7e législature, 8e législature, pardon, constituée de députés uniquement du Bloc républicain de l'Union progressiste du renouveau, de 2019 à 2023. L'histoire se répète en 2026. Un Parlement constitué uniquement des députés de l'Union progressiste du renouveau et du Bloc républicain. On a tout fait de critiquer notre Parlement, de Parlement monocolore. Je suis tenté de vous poser la question, n'est-ce pas un bis repetita? À quoi s'attendre ou bien quoi espérer de ce Parlement? Oui, on observe quasiment la même configuration que entre 2019 et 2023. À la seule différence que le contexte diffère. Nous aurons un Parlement constitué de deux partis proches du président de la République, Patrice Talon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, proche de l'actuel président de la République. Mais lorsque, en mai, le pouvoir va changer de main, c'est là que nous allons comprendre les oppositions à l'interne. Donc vous croyez à une redistribution des cartes? Nous sommes d'ailleurs, c'est pour ça que je parle de contexte, nous sommes dans un contexte de reconfiguration politique au Bénin. Donc, forcément, il y aura une reconfiguration. Pour preuve, vous allez constater que déjà, à travers presse interposée, ces deux partis politiques se disputent déjà le perchoir, où on sent même déjà un débat où il y a une certaine obédience qui commence par dire, mais nous n'avons jamais vu des fils de telle partie du pays diriger pour une fois cette institution, il faut que cela vienne maintenant et tout. Donc, il y a, certes, ce sont deux partis qui sont proches parce que soutenant les actions d'un même individu, mais cette personne est en train de partir et lorsque cette personne va partir, les dynamiques vont changer, les choses vont évoluer certainement et je trouve que, ou je pense que c'est après mai, après le mois de mai, que nous allons commencer. De toutes les façons, après le 8 février, je crois, en tout cas après l'installation de cette mandature, il y aura remaniement ministériel forcément parce que il va falloir libérer soit les ministres élus qui vont vouloir siéger ou carrément nous allons comprendre d'ici 6 mois. Pensez-vous que la dynamique va changer contrairement à ce qu'on a connu en 2019-2023 où tout passait comme une lettre à la poste, où c'était peut-être des dénonciations on a confiné de la part des citoyens? Est-ce que vous pensez qu'à partir de mai, si on élit un nouveau président, il y aura une reconfiguration de la classe politique, les choses pourraient aller mieux que par le passé? Mes propos, il faudrait bien les enregistrer parce que nous sommes véritablement face à une incertitude politique. Une incertitude politique qui fait en sorte que moi, en tant qu'analyste, je n'ai pas une boule de cristal pour définir clairement ce qui va se passer. Mais, en revanche, je peux dire que on aura désormais une assemblée bicamérale. Ça, c'est du jamais vu au Bénin. D'où l'incertitude dont je parle. Le Parlement et le Sénat. Exactement. Voilà. Le Parlement et le Sénat. Et ce Parlement qui finalement sera à la botte de qui? C'est ça la vraie question. Parce que je disais tantôt que ces deux partis politiques qui sont désormais majoritaires dans un seul sens unique au sein de ce Parlement, qui vont jouer le rôle de législateur. Mais le législateur légifère pour qui?
pour le gouvernement en place. Donc, il y aura des élections, techniquement, en mai. Si ces élections... En avril, pardon. Et il y aura... Passation de charge en mai. Donc, si cela s'avère, comment cela va-t-il se passer? Parce que, d'une part, vous avez un Parlement monocolore, comme on le disait en 2019, mais qui épousait la vision d'un homme. Et c'est ça un peu ce qu'on souligne en quelque sorte. C'est que la réforme du système partisan était une réforme, pas que des partis, mais une réforme d'un seul homme, une réforme de la vision d'un homme sur les partis politiques. Mais une fois que cet homme sort de l'équation, ça redéfinit absolument toute la configuration, d'où l'incertitude à ce niveau. Ensuite, le Sénat, comment ça va-t-il se mettre en place? Qui sont les figures qui seront retenues ou nommées et quel rôle stratégique vont-ils jouer? Parce que le Sénat, on ne le dit pas hein, depuis cette affaire d'élection générale, mais le Sénat va jouer le rôle en quelque sorte d'une institution parallèle à la Cour constitutionnelle. Alors, quand ça sera le cas, quel sera le rôle du législateur? Le rôle du législateur sera le rôle d'un législateur de substitution, je vais y arriver, ou le rôle d'un législateur qui se voit attribuer un rôle et doit jouer ce rôle. C'est important de le dire parce que nous sommes face à une incertitude politique à partir de maintenant jusqu'en mai. Alors, quant à la question des élections communales, je pense qu'on ne le voit pas suffisamment, mais notre système de décentralisation a perdu du poids avec également cette réforme à ce niveau. C'est-à-dire, vous allez constater que nous sommes en train de basculer vers un système de décentralisation qui est en réalité une déconcentration. Une déconcentration en quelque sorte voilée par la décentralisation. Et nous ne sommes plus dans une vraie décentralisation, puisqu'aujourd'hui, les conseillers nomment les futurs maires. Et les partis nomment les futurs maires. Les partis peuvent faire et défaire les maires. Ce n'est pas ça la décentralisation en vrai. Donc, vis-à-vis de ça, je pense qu'on sera dans une incertitude politique. Est-ce que le futur chef d'État aura les coudées franches pour créer l'ordre politique et surtout faire en sorte que les projets, programmes puissent aller au bout sans que les hommes politiques puissent se battre pour freiner la chose? Alors, Yedafou Koutiémé, vous êtes optimiste, vous pensez que oui, il y aura une nouvelle dynamique à partir de mai 2026 parce qu'il y aura un nouveau président, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'actuel président qui était en tout cas le maître à penser tout ça, auquel les députés de la 8e législature, notamment ceux appelés par le Parlement monocolore de 2019 à 2023, étaient fidèles, va se retrouver au niveau du Sénat. Et déjà, ce Sénat qui, lui, est devenu le régulateur, le contrôleur pratiquement de toutes les institutions de la République. Est-ce que vous avez toujours cet optimisme et pensez que, oui, les choses pourraient aller autrement? Malheureusement que l'objet du débat, ce n'est pas cette réforme. Sinon, on allait creuser. On parle quand même du Parlement. On parle du Parlement qui malheureusement sera appelé Parlement monocolore. S'il te plaît, comment ça va fonctionner? Nous sommes désormais dans une configuration, comme il l'a rappelé, bicamérale. Et nous connaissons essentiellement ceux qui vont constituer le Sénat. À part, je dis essentiellement parce que nous connaissons déjà les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la République, nous les connaissons. Avec le qui a démissionné, qui a refusé. Bon, je ne crois pas trop aux paroles d'un politicien. Je veux voir pour croire. J'ai ce pressentiment que, bon, je ne veux pas aller dans ce sens, mais je dis, nous connaissons essentiellement, il ne reste que ceux qui seront proposés à désignation si l'effectif souhaité n'est pas atteint. Et donc, on connaît déjà à peu près ceux qui vont constituer ce Sénat-là.
Et donc, avec leur poids politique ou leur expérience, c'est normal, vous l'avez rappelé, c'est le régulateur aujourd'hui politique. Ça devient désormais, puis ce Sénat rogne un peu sur le pouvoir de la Cour constitutionnelle, judiciaire, sur le pouvoir de l'Assemblée nationale et sur le pouvoir de l'exécutif. Donc, puisque c'est également un pouvoir législatif. Oui, justement, mais qui a plus de poids. Voilà. Donc, heureusement. Le Sénat, ce n'est pas une invention béninoise. Donc, on sait on sait comment le Sénat fonctionne et tout. Et on veut juste voir. On sait comment ça va fonctionner, on attend de voir. Non, on sait comment ça fonctionne. On sait comment le Sénat fonctionne ailleurs. Mais on ne sait pas. Le Sénat va fonctionner, mais on attend de voir, il faut aller dans la pratique. On n'a jamais fait l'expérience du Sénat au Bénin. Donc, on veut voir ce que cette expérience va révéler. C'est ça qu'il est question. Donc, moi, je crois que la recomposition du paysage politique à partir de mai va nous permettre d'éprouver la sincérité d'un certain nombre d'acteurs. Pour finir très rapidement, tenant compte des chiffres avancés annoncés par la Sénat et le Cour constitutionnel, notamment concernant les élections législatives, à quoi s'attendre pour les communales? Toujours une victoire de l'UP, le renouveau de l'UBR. Alors, qu'est-ce que ça va faire en une minute? Je crois que ces deux partis vont contrôler l'essentiel des 77 communes. Parce que dans le cas d'espèce, s'il s'agit de 3 partis politiques, UP, le Renouveau, Bloc républicain et puis la FCBE, Foscori.Bénin émergent, ce que moi je veux, ce qui devient pour moi un défi ou un enjeu et que je veux bien voir, c'est cette capacité de la Foscori.Bénin émergent à dépasser le seuil de 10%. Sinon, en réalité, ce parti contrôle, à l'heure où nous parlons, c'est vrai, officiellement, ils sont 6. Ils ont 6 communes. Mais je dis officiellement, ils contrôlent 6 communes. Mais dans les faits, ils sont à peine à 3 communes. Encore qu'ils ont perdu lors des législatives dans ces communes. Et donc, je présume que dans ces communes-là, ils vont forcément perdre. Hamza Dablaye, vous pensez, tout comme lui, est-ce qu'il y a espoir que le parti FCBE puisse lever les sièges et se retrouver dans les 67 communes, comme en 2020, où ils ont pu avoir 6 communes? 7 communes, hein, on a fini par leur arracher une commune, ils en ont eu 6, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est possible pour eux d'avoir 10%? Ils ont eu 4% pour les législatives, c'est possible? Alors, je pense que dans le Bénin de Patrice Talon, tout est possible. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est une maxime qui dit noir, c'est noir, il n'y a vraiment plus d'espoir. Pour la FCBE, je pense que c'est mieux de penser aux élections présidentielles. Donc, vous pensez à une victoire des deux partis, puis le renouveau BR? Je pense que ces deux partis vont se partager un gâteau. Et pour moi, partager ce gâteau voudrait techniquement dire qu'on va passer de la décentralisation à la déconcentration. Et la déconcentration, c'est vertical. Il n'y a pas d'horizontalité dans la gestion de la cité. Sans surprise, bien évidemment, parce qu'on a vu ça de l'État, le fonctionnement des communes. Non, le code de la décentralisation a des règles. Donc, je pense que gérer les communes comme si on gérait un département d'État, allez, je dis pas un gros mot, mais... Hamza Dablaye, merci de votre présence sur le plateau. Yeda Foukoutiémé, merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je termine par cette citation du tennisman franco-camerounais Yannick Ounoua, artiste chanteur également, qui dit « Maintenant, les élections sont passées, je n'ai pas de haine, pas de rancœur, ni de rancune. Je suis positive. J'espère que les gens qui ont un espoir de changement vont le trouver. » Merci de nous avoir suivis et à bientôt.